Voici ce que j'ai pensé. Dans un recoin de son éthique, Spinoza note à peu près ceci, que lorsqu'une chose est touchée par la tristesse, elle est dans une certaine mesure détruite. J'en ai tiré cette idée que la tristesse que l'on ressent des choses nous prévient de leur condamnation, ainsi du sentiment de solitude et de nudité qui émane des quartiers promis à la démolition. Tout y existe en vain. Je me suis demandé s'il nous arrivait encore d'éprouver des joies, où la tristesse ne viendrait se jeter comme à la traverse, qui ne se mélangerait pas d'une impression de déclin, de ruine prochaine, de vanité. Tiens, se dit-on, cela existe encore. Nos joies sont de cette sorte que nous procure un vieux quartier d'habitation, rencontré au faubourg d'une ville étrangère et pauvre, que le progrès n'a pas eu le temps de refaire à son idée. Les gens semblent là chez eux sur le pas de la porte, de simples boutiques qui proposent les objets d'industrie que l'on croyait éteintes. Des maisons hors d'âge et bienveillantes, qu'on dirait sans téléphone, des rues d'avant l'automobile, pleines de voix, les fenêtres ouvertes au labeur et qui réveillent des impressions de lointain, d'époques accumulées, de proches campagnes. On buvait dans ce village un petit vin qui n'était pas désagréable pour le voyageur. C'est toujours avec la conscience anxieuse d'une dernière fois, que nous ne le reverrons jamais ainsi, qu'il faut se dépêcher d'avoir connu cela, que ces débris, ces fragments épargnés de temps terrestre, où nous entrevoyons pour un moment heureux le monde d'avant, ne tarderont plus d'être balayés de la surface du globe. Et pour finir, toutes nos joies ressemblent à ces trouvailles émouvantes, mais après tout inutiles, que l'on fait dans les tiroirs d'une liquidation d'héritage. Ce n'en sont plus, ce sont d'ardentes tristesses, ce sont des amertumes, un instant lumineuses. J'ai pensé aussi qu'on ne s'accommode de ce que ce présent factice et empoisonné nous offre, qu'à la condition d'oublier les agréments auxquels nous goûtions le plus naturellement par le passé, et que cette époque n'autorise plus. Et de ne pas songer que ceux dont nous trouvons encore à jouir, il faudra semblablement perdre le souvenir, en même temps que l'occasion. Qu'à défaut d'oubli, on en vient à devoir s'en fabriquer, au moyen d'ingrédients de plus en plus pauvres et quelconques. Des fins de série, des objets d'usage, sauvés de bric-à-brac, tout imprégné de temps humain et qui nous attriste. De tout ce qui se peut se dénicher en fait de rebuts, de derniers exemplaires, de pièces détachées, de vieilles cartes postales, se réfugiant dans les détails de rue en instance, ciel de traîne, matin d'automne, de tout ce qui fut. On nous dit, les fanatiques de l'aliénation nous disent, que c'est ainsi, tout change, et l'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. On voit pourtant que ce n'est plus selon le cours des générations, que nous le subissons abasourdis comme une guerre totale qui fait passer sur nous ses voies expresses, qui nous tient en haleine de toutes ces dévastations. Aussi ils ironisent, comme d'hallucination, si l'on évoque le goût des choses d'autrefois. Ce ne serait qu'un effet bien compréhensible du vieillissement qui nimberait ainsi notre jeunesse enfuie. Mais il y a là un problème de simple logique. Admettons que le regret exagère la saveur des tomates d'alors. Encore fallait-il qu'elles en aient quelque peu. Qui se souviendra plus tard s'il reste des habitants de celles d'aujourd'hui? Prétendre à trouver des moments heureux, dans la condition où nous sommes, c'est s'abuser. C'est même se tromper, et c'est de toute façon ne pas les trouver. Chesterton, qui avait sous les yeux la machine du progrès en perfectionnement, en fut perspicace. Il est vrai que le bonheur très vif ne se produit guère qu'en certains moments passagers. Mais il n'est pas vrai que nous devions considérer ces moments comme passagers, ou que nous devions en jouir simplement pour eux-mêmes. Agir ainsi, c'est rendre le bonheur rationnel, et c'est par conséquent le détruire. Tel un Midas aux 1000 doigts, la rationalité marchande afflige tout ce qu'elle touche et rien ne lui échappe. Ce qu'elle n'a pas supprimé, et que l'on croit intact, c'est à la manière d'un habile taxidermiste. Et le durcissement des rayons solaires est aussi pour les hommes qui vivraient toujours enfouis dans la forêt primitive. Ils voient dans le ciel les sillages que laissent les vols intercontinentaux, et la rumeur des tronçonneuses parvient à leurs oreilles. J'en suis venu à cette conclusion qu'il faut renoncer. On s'enfonce sinon dans l'illusion qu'il demeurerait, en dépit de ce monde-ci, des joies simples et ingénues, et pourquoi pas des joies de centre commercial. C'est vouloir être heureux à tout prix, s'en persuader, s'accuser de ne pas l'être. C'est, par conséquent, ne rien comprendre à l'inquiétude, au chagrin, à la nervosité stérile qui partout nous poursuivre. C'est jouir de représentation, c'est se condamner à l'erreur d'être dans ces moments le spectateur satisfait de soi-même, de s'en faire des souvenirs à l'avance, de se faire photographier heureux.
Renoncer à cette imbécilité, ce n'est pas être malheureux. C'est ne pas se satisfaire des satisfactions permises. C'est perdre des mensonges et des humiliations. C'est devenir en fin de compte bien enragé. C'est rencontrer sûrement des joies à quoi on ne pensait pas. Un demi-siècle passant, Adorno ajoutait ceci. Il n'y a plus rien d'innocent. Les petites joies de l'existence, qui semblent dispenser des responsabilités de la réflexion, ne comportent pas seulement un trait de sottise têtue, d'aveuglement égoïste et délibéré. Dans le fait, elles en viennent à servir ce qui leur est le plus contraire. Ce serait oublier que ces joies anodines sont les avortements de celles qui sommeillaient en nous, que le mal économique ne voulait pas vivante, que c'est encore à la faveur de sa condescendance, et comme sournoisement. Ce n'est pas sauver l'idée du bonheur, c'est trouver cette misère bien assez bonne pour soi. Voici ce que j'ai constaté d'autre. Les uns aux autres, ne trouvons plus rien à nous dire. Pour s'agréger, chacun doit exagérer sa médiocrité. On fouille ses poches et l'on en tire à contre-cœur la petite monnaie du bavardage. Ce qu'on a lu dans le journal, les images que la télévision a montrées, un film que l'on a vu, des marchandises récentes dont on a entendu parler, toutes sortes de ragots de petites sociétés, de révélations divulguées pour que nous ayons sujet à conversation. Et encore, ces insignifiances sont à la condition d'un fond musical excitant, comme si le moindre silence devait découvrir le vide qu'il y a entre nous, la déconcertante évidence que nous n'avons rien à nous dire. Et c'est exact. Non seulement pour la raison que donne Carême, que s'il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de lettres, d'intelligence élevée et rapide, d'inspiration, de relations liantes, il n'y a plus d'unité sociale. Il resterait tout de même le vin. Mais plus simplement par celle-ci, que la conversation, outre de vouloir cet esprit particulier qui consiste en des raisonnements, et des déraisonnements courts, suppose des expériences vécues dignes d'être racontées, de la liberté d'esprit, de l'indépendance et des relations effectives. Or on sait que même les semaines de stabulation libre n'offrent jamais rien de digne d'être raconté. Que nous avons d'ailleurs grand soin de prévenir ces hasards, que s'il nous arrivait réellement quelque chose, ce serait offensant pour les autres. Voici ce que j'en ai pensé. Les hommes, en jetant les yeux sur la quantité de production que l'économie accumule au détriment de la nature, inclinent plutôt à se flatter de la richesse du spectacle, qu'à prendre conscience de leur dénuement, qui est la seule chose dont nous pourrions parler d'expérience, et pour commencer. Tout cela qui nous comprime et nous oppresse en commun, le regret que l'on a de soi, la déception que nous est cette vie et même le dégoût, la sourde appréhension que l'on traîne à sa suite et qui nous attend au réveil, et en fin de compte l'horreur de la reproduction matérielle de son existence dans le bagne de l'économie. Sénèque disait de ses contemporains, il y a bien des choses qu'ils oublient pour de bon, mais il y en a aussi beaucoup qu'ils font semblant d'oublier. C'était à propos de petites infamies, de vices et de débraillements, qu'ils jugeaient malpropres. Pour nous, ce qu'il faut oublier, ce n'est pas seulement l'histoire universelle, ni la physionomie du monde, il y a 30 ou 20 ans. C'est l'époque où nous sommes. Nous évitons de parler du passé, qui ferait honte à notre étourderie, et l'on se dérobe à envisager l'avenir, qui est sur nous comme l'ombre de la mort. L'intelligence, il est vrai, recule devant le proche avenir qui nous attend ruinés sous les intempéries, exhibant ses trompe-l'œil et ses fonds peints lépreux, où elle disparaît. Il lui faut donc renoncer à elle-même dès maintenant. Sauf à examiner ce présent, et en son sein nos vies déplorables, on se condamne à ne penser à rien. Et encore un peu moins à chaque victoire que la terreur marchande publie. Ces statistiques de cancer, ces stocks de radioactivité, ces ordinateurs qui parlent. Pour finir, il ne reste que des sécrétions intellectuelles. Voici encore ce que j'ai pensé. Les ciels magnifiques de novembre n'allument plus que des reflets douloureux dans nos cœurs, d'être incarcérés en un monde sans issue. Si nous nous souvenions de ce que nous sommes, notre vaste passé plein d'aventures et l'imprévu que c'est d'être dans l'univers, ces belles fins de journée aux lumières glorieuses nous pousseraient à des actes de désespoir, soit à nous réunir en d'intraitables conspirations. Mais rien, nous baissons le regard et chacun rentre chez soi.